BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Chaque jour désormais à cette heure-ci, on va répondre à toutes vos questions sur l'ensemble de vos placements avec nos différents spécialistes. Philippe Gourdelier est avec nous aujourd'hui, le président de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Vous êtes prêt à répondre aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, Philippe ? Je suis prêt. Alors on y va avec cette première question de Pierre qui souhaite ouvrir un PER, un plan d'épargne retraite pour bénéficier de l'avantage fiscal en 2020 et ressortir de ce PER pour l'achat de sa résidence principale dans à peine 6 mois. Il nous demande si c'est une bonne stratégie. Alors c'est une fausse bonne idée, tout simplement parce que l'avantage fiscal qu'il a eu à l'entrée, la réduction d'impôt qu'il a eu à l'entrée, il va la reperdre à la sortie. Donc s'il pensait avoir une réduction d'impôt au moment où il allait investir dans son PER et ressortir sans fiscalité, c'est inexact. Tout simplement parce que lorsqu'il va racheter son contrat PER pour investir dans sa résidence principale, les sommes perçues vont être réintégrées comme du salaire. Et donc, comme du salaire, cela signifie imposition. Donc ce qu'il aura gagné en réduction d'impôt cette année, il va devoir la repayer en fiscalité l'année prochaine. Donc ça sera finalement une opération blanche et son idée de ressortir sans fiscalité ne fonctionnera pas et il devra donc payer de l'impôt l'année prochaine. Opération blanche et entre-temps, il aura payé les frais pour ouvrir un PER, donc pas forcément très intéressante votre stratégie. Pierre, voilà la réponse très concrète et précise de Philippe Gourdelier. Stéphane également nous écrit. Alors lui, il est français, Stéphane, résident fiscal à l'île Maurice, et il cherche à ouvrir un contrat d'assurance vie en France, sauf qu'il reçoit des refus de la plupart des assureurs. Il nous demande si c'est bien normal, Philippe. Alors oui, c'est normal. Tout simplement parce que les assureurs font ce qu'ils veulent, entre guillemets. Ils ont leur propre politique d'acceptation des personnes et la plupart des assureurs n'acceptent plus les Français résidant à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ça leur pose des contraintes tant juridiques que de gestion, puisque lorsque vous êtes non-résident et que vous voulez faire des rachats, par exemple, vous devez fournir des documents bien spécifiques. Et pour les assureurs, ça alourdit leur gestion, ils ont un suivi plus important que lorsque ce sont des résidents fiscaux français, mais surtout ils ont un risque juridique, puisque les contrats d'assurance vie doivent être signés en France. Lorsque vous êtes non-résident, logiquement, vous ne pouvez pas signer votre contrat en France. Donc globalement, les assureurs, donc maintenant 90-95% des cas, n'acceptent plus que les résidents fiscaux français. S'il avait tapé à notre porte, il aurait peut-être pu souscrire, parce qu'on a encore un contrat qui est ouvert aux non-résidents fiscaux français, mais c'est de plus en plus rare. Donc pour ceux qui ont des contrats français qui sont localisés à l'étranger, eh bien conservez-les, ne les fermez pas. Oui, parce que derrière c'est difficile, il vous sera difficile d'en rouvrir, même si certaines boutiques en proposent toujours. On continue de répondre à toutes vos questions sur l'ensemble de vos placements, vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Jeanne nous écrit, elle a 73 ans et elle n'a pas d'héritier direct. Quel placement, nous demande-t-elle, quel placement puis-je faire pour limiter mes droits de succession tout en transmettant ce patrimoine aux 2 enfants de mon meilleur ami? Est-ce qu'il y a une solution, Philippe? Alors, on va en prendre 2 par exemple, il y en a certainement d'autres, mais prenons-en 2 qui sont assez simples à mettre en place. Premièrement, une solution basique et connue de tous, c'est ouvrir un contrat d'assurance vie. Même si Jeanne a plus de 73 ans, elle peut quand même ouvrir un contrat d'assurance vie parce qu'elle bénéficiera d'un abattement de 30 500 €. Déjà, ça lui permettra de transmettre cette somme sans droit de succession. Et surtout, l'argent qui sera placé, si elle décède par exemple à 85 ans, et que sur ce contrat, il y a 200 000 € alors qu'elle en avait investi 100 000, eh bien, les gains réalisés sur ce contrat ne seront pas fiscalisés. On ne fiscalise que le capital. Donc, ça sera uniquement une taxation sur 100 000 €, moins l'abattement des 30 500 dont on a parlé, et non pas sur les 200 000. Ça, c'est la première solution qui est simple, facile à mettre en place, mais on n'y pense pas. On pense toujours, après 70 ans, je ne fais plus d'assurance vie. Ce n'est pas exact. Ensuite, deuxième idée, ce sont les groupements fonciers forestiers, donc la forêt, basique, simple. Alors là, énorme avantage puisque vous avez un abattement de 75% sur les sommes transmises. Je vous prends un exemple, vous investissez 200 000 € dans un groupement forestier, eh bien vous allez avoir des droits à payer uniquement d'un montant de 30 000 €, alors que si vous aviez laissé cet argent sur un compte, vous auriez eu 120 000 € de droits à payer. Donc une différence très importante. Quelque chose de vraiment simple, donc l'assurance vie et les groupements fonciers forestiers pour transmettre son argent quand on a, par exemple,
plus de 73 ans. Voilà une solution pour cette auditrice, les groupements fonciers forestiers qui par ailleurs rapportent chaque année 2,5%. En tout cas, c'est la moyenne des dernières années. Allez, on va prendre une dernière question. Maëva qui nous écrit également. Alors elle est résidente fiscale en Thaïlande, sauf qu'elle est confinée en France depuis le mois d'avril. Ai-je, nous demande-t-elle, avec le temps, un risque de devenir résidente fiscale en France et donc de devoir payer des impôts élevés comme ils le sont souvent en France? C'est sa question et sa grande crainte manifestement. Alors oui, on entend pas mal de personnes qui se posent cette question puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont fermés à l'heure actuelle. On parlait tout à l'heure, on avait la question de Stéphane à l'île Maurice. Le pays a été fermé pendant plus de 4 mois. La Thaïlande est toujours fermée. Donc un certain nombre de Français ou d'étrangers qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays se posent cette question, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors là, je vais être obligé de lire un peu mon papier parce que l'administration fiscale a apporté des précisions assez simples qui sont les suivantes. Elle a transposé une jurisprudence à la circonstance de confinement qui indique précisément un séjour temporaire au titre du confinement en France ou de restriction de circulation, on appelle ça travel ban, décidé par le pays de résidence, n'est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l'article définissant les critères de résidence fiscale. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Maëva qui est coincée en France et qui ne peut pas rentrer en Thaïlande, la France ne la considérera pas comme résidente fiscale en France parce qu'elle a été confinée. Donc c'est une bonne nouvelle pour Maëva, elle ne paiera pas des impôts en France et en Thaïlande à cause du confinement. Eh bien, elle sera considérée toujours comme résidente fiscale en Et voilà, c'est une information qui sera sans doute utile à tous ceux qui se retrouvent en effet confinés en dehors de leur pays en raison des fermetures de frontières encore très nombreuses en ce moment. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Philippe Gourdelier, le président de Patriméa, régulièrement à nos côtés sur BFM Business et chaque jour donc désormais à 16h35, toutes les réponses de nos experts à vos questions.